Donc merci pour cette invitation, merci aux organisateurs. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir la planification. Alors, vous allez voir, j'ai fait volontairement une présentation qui n'est pas vraiment une présentation pour un produit, mais je crois qu'il faut profiter de cette tribune, profiter d'être ensemble dans un sujet très précis, comme le chaos, pour refaire un petit peu le point sur ce que l'on veut de ces planifications, sur ce que l'on en attend. Voici mes conflits d'intérêts qui peuvent être en relation avec cette présentation. Ce il vous faut, en tant qu'orthopédiste, juste un scanner osseux simple que vous pouvez demander auprès de vos radiologues avec des critères relativement simples également. Et ça, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de gags, on obtient assez facilement ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Il faut avoir en tête que vous allez rechercher 4 critères. Et pourquoi vous allez les rechercher? Vous allez les rechercher parce que après, en fonction de ces critères-là, vous pouvez vous appuyer sur la littérature et dire voilà, je sais que dans tel article, au-dessus de temps de rétroversion, il passait sur une inversée. Je sais que dans tel article, autour de temps de subluxation postérieure, il pouvait encore mettre une prothèse anatomique. C'est ça en fait. Vous avez besoin de critères et vous avez besoin de critères fiables pour poser une décision de savoir quel type d'implant vous allez mettre, comment vous allez le mettre, pour pouvoir dire à votre patient la longévité de mon implant, ça sera plutôt ça, et on peut attendre ça en termes de range of motion pour votre patient. Donc ces 4 critères sont vraiment importants. Et pourquoi en 3D par rapport en 2D? Parce que vous allez me dire, bah, moi je fais un scanner, je regarde sur Osirix et puis ça va bien. Eh bien oui, effectivement, parce que quand vous faites sur Osirix par exemple, pour le citer que lui, puisque c'est open source, vous avez une rétroversion de 19 degrés, et si vous faites une analyse en 3D, vous voyez que vous avez plus de 10 degrés d'écart. C'est colossal, ça modifie tout, donc c'est important de savoir que ce qu'on fait en 2D, c'est pas vraiment fiable. On se fait plaisir, on a des chiffres. En tant qu'orthopédiste, on aime les chiffres, donc c'est bien. Mais c'est pas vraiment ça qui correspond à la réalité. Donc, on va reprendre nos 4 critères, savoir d'où on vient historiquement pour les analyser et où on est arrivé pour les analyser en 3D. Alors, le premier, bien sûr, la version glénoïdienne. Cette version glénoïdienne, tout le monde connaît Friedman. Alors, Friedman, lui, c'est le premier qui a analysé cette version glénoïdienne. Pardon, et qui a le problème arbitrairement choisi la première coupe qui passe sous l'apophyse coracoïde. Et très rapidement, il a été publié par Bocor, par Bryce, que en fonction de la position de la scapula sur la table du scanner, ça peut complètement modifier vos chiffres. Et vraiment de façon extrêmement importante, jusqu'à 10-15 degrés. Alors, derrière, ils ont dit, pour éviter cet écueil lié à ce qu'on appelle au gentry angle, c'est-à-dire la position du malade sur la table de scanner, l'idée était de faire ce qu'on appelle le plan anatomique de la scapula avec 3 points, comme vous voyez ici, et en fonction de ces 3 points, reconstruire la scapula et connaître la rétroversion. Ça marche bien, mais ça prend du temps, c'est extrêmement lent, c'est du picking, vous devez le faire vous-même. C'est basé uniquement sur 3 points, alors que vous avez vu que la scapula c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et malheureusement, il n'y a pas une très bonne fiabilité intra ni inter-observateur. C'est pour ça qu'il a été développé Glenosis, la marque Imascap. Donc effectivement, là, l'idée c'était de reconstruire toute la scapula, uniquement sans tenir compte de la glène, sans tenir compte de la coracoïde, avec des milliers de points, et d'avoir une reconstruction en 3D automatique avec ces milliers de points. C'est ça que ça veut dire quand vous utilisez ce logiciel. Vous savez d'où vous venez, vous savez comment c'est fait, c'est ça. Ce n'est pas la seule possibilité, vous avez d'autres possibilités, par exemple les mesures intramédulaires de la version. Ça a été vraiment développé par Yanotti, comme vous voyez ici, avec plusieurs types de glènes. C'est possible, complètement possible, c'est une autre façon de faire les choses. C'est important pour vous de savoir qu'il y a d'autres façons de faire les choses que les choses automatiques que vous propose un laboratoire. Et il y a encore d'autres méthodes, comme celle-ci, la méthode de Lang de Reich, pour calculer l'antéversion encore avec une autre possibilité. Donc vous voyez, quand un laboratoire vous dit, voilà, mon soft, il vous donne ça de rétroversion, vous devez vous automatiquement, en tant qu'orthopédiste, dire, attends, quoi, comment, intramédulaire, extramédulaire, nuage de points, c'est notre responsabilité de savoir comment on fait les choses. Maintenant, l'inclinaison. L'inclinaison, c'est pareil. Ça, vous connaissez tous le schéma de Christian Gerber et Maurer. Et on a défini l'inclinaison avec l'angle bêta.
On a aussi fait des mesures tridimensionnelles. Alors, là, c'est pareil. Je vous invite à relire les articles de la ligne de Lagrange trigonome développée par Janoty. Ici, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une autre façon de calculer l'inclinaison, ou alors la méthode développée par Carrier, où effectivement c'est encore une autre façon, avec le plancher de supraépineux, une autre façon d'analyser l'inclinaison. Et enfin, vous retrouvez aussi une possibilité avec Glenosis et Mascap, où ils prennent encore un autre parti pris, c'est-à-dire qu'ils prennent encore un nuage de points à un endroit donné de la scapula pour calculer l'inclinaison. Donc vous voyez, deux façons de faire, deux choses importantes, inclinaison, rétroversion, plusieurs façons de les acquérir. Vous demandez au laboratoire comment vous faites, comment est votre soft, est-ce que vous avez contrôlé, quels sont vos contrôles qualité, c'est hyper important. Maintenant, pour le calcul du plan de la scapula, le mieux c'est de se référer au plan de modèle sphérique. Et là, je vous invite vraiment à relire l'article de Lewis et Armstrong sur la best fit sphere, désolé, pardon. Et donc, vous voyez, là, c'est une super idée. L'idée, c'est de se dire, bon, bah, je mets la sphère qui correspond le plus à la glène, et puis je regarde l'angle qu'il y a entre l'axe anatomique du plan de la scapula et cette fameuse sphère, et vous allez avoir un angle qui est extrêmement intéressant à calculer. Pour la subluxation c'est super important parce que vous voyez, par exemple, dans les articles de Gilles Walsh disait que c'est en 2D, à partir de 55%, pour lui, c'est une subluxation qui n'était pas tolérable. Christian Gerber, lui, me dit, moi, c'est plutôt 65%. Donc, il y avait du flou. En 2D, il y avait du flou. Donc, pareil, Terrier, ils ont énormément analysé. Ils ont modifié un petit peu la façon de calculer tout ça. Et on a une possibilité de calcul de la subluxation postérieure en 3D. Je vous invite vraiment à relire leur article. Alors, il faut vraiment penser différemment. Voilà, le but de ce topo, c'était surtout pas de vous montrer un logiciel avec lequel je travaille et pour vous dire, regardez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, c'est tout automatique. C'est vrai, mais là, on est au chaos. Je voulais vraiment vous donner les éléments importants sur ces 4 paramètres, de dire, OK, comment vous les avez calculés, quel est votre référentiel. C'est super important parce que la validation systématique et rigoureuse des logiciels semi-automatiques et automatiques de mesure, c'est nous. La compagnie vous dira jamais notre point faible c'est ça, notre point fort c'est ça. Ils vous diront on a un logiciel de planification. Et nous, orthopédistes, si on ne veut pas devenir des gens qui posent pour les ingénieurs, eh bien, il faut qu'on garde notre savoir-faire, notre intellectuel, et il faut connaître tout ça. Donc, il faut remettre en question le 2D, bien sûr. On ne peut pas dire je fais moi-même tout seul sur Osirix parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Et il faut vraiment demander à faire préciser le référentiel de mesure du modèle de représentation. C'est extrêmement important. Alors effectivement, il y en a un, celui que j'utilise, c'est Blueprint, ce n'est pas un secret. Effectivement, là, vous avez une segmentation automatique, vous pouvez faire des reconstructions en 3D, vous pouvez faire des implantations virtuelles, vous pouvez regarder les mobilités, et vous pouvez commander des PSI, des patients, pour parfaitement être dans ce que vous avez planifié, ou on va le voir bientôt, probablement, ces PSI qui seront dans les HoloLens avec la Mixed Reality. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, j'organise à la CSEC, où vous êtes bien sûr les bienvenus, une ICL juste sur ce sujet, le samedi matin. On va reprendre tout ça et ça sera un panel d'invités qui représenteront tous les types de logiciels. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. J'espère qu'on se retrouvera très vite et ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Donc, gardons notre indépendance. C'est hyper important que nous sachions les choses pour pouvoir les discuter et pas gober tout ce qu'on nous dit directement. Merci, à bientôt.